Donc, cette quatrième conférence va porter sur les synagogues Art Nouveau en Europe centrale. Elle va nous faire voyager dans plusieurs pays d'Europe centrale. Cette quatrième conférence s'inscrit dans un partenariat avec l'association culturelle juive de Nancy, avec laquelle le Cercle a déjà une vieille expérience de manifestations communes, notamment on avait il y a cela déjà pas mal d'années organisé un grand colloque sur les cultures juives, les transferts culturels en Europe centrale et orientale à Nancy, puis il y avait une deuxième manche, si vous voulez, de l'autre côté de l'océan au Québec l'année suivante. Et puis et ça a donné lieu à une très très belle publication. Et puis cette quatrième conférence se fait aussi en partenariat avec la municipalité de Nancy dans le cadre du Mai de l'Europe, qui est une manifestation annuelle à laquelle, depuis aussi de nombreuses années, nous sommes régulièrement associés. Je me rappelle aussi de conférences à l'Hôtel de Ville à Nancy il y a quelques années sur l'Europe centrale et orientale, ou des manifestations aussi qui ont de caractère plus culturel autour de la musique et de l'opéra russe il y a quelques années. Et je pense que monsieur Le Seleuz, qui est un collègue de l'université de Nancy et qui a une double casquette. Il est à la fois directeur des études à l'école des mines à Nancy, mais là, je vais lui céder la parole en sa qualité d'élu, membre du conseil municipal et adjoint au maire de Nancy, délégué pour le partenariat aux affaires européennes et internationales. Si vous veux dire quelques mots. Pardon, je demande à toutes les personnes d'éteindre leur micro. Seul l'intervenant peut avoir le micro ouvert. Merci, ça évite la friction sur la ligne. Donc, monsieur Le Seleuz, si vous voulez dire quelques mots d'introduction pour resituer cette manifestation dans le cadre du mois de mai de l'Europe. Oui, bonjour, monsieur Nivière, très cher collègue. Donc. Très heureux d'être présent ce soir. Alors, je suis universitaire, mais en géologie. Donc, oui. Je ne connais que les cailloux et beaucoup moins l'architecture ou les sciences sociales, les sciences humaines. Merci à vous, Antoine Nivière et Didier Francfort, pour l'organisation de cette conférence. Merci d'ailleurs aux conférenciers présents de toute l'Europe. Brièvement, vous l'avez déjà dit, Antoine, hein, dans le cadre des manifestations organisées par la ville de Nancy autour de l'Europe, qui s'appelle En mai, fête l'Europe, avec ce petit jeu de mots, de construction et de fêter aussi l'Europe. Et aujourd'hui, en partenariat avec le Cercle, pour une conférence sur l'Art Nouveau, avec un tour d'Europe des synagogues du style Art Nouveau, conférence proposée ici en partenariat avec l'association culturelle juive de Nancy et le musée de l'école de Nancy. Et je vous remercie infiniment pour cette organisation et votre participation, car je suis sûr, et je vais être curieux de vous écouter, votre savoir et vos éclairages vont nous nourrir et nous permettre de nous améliorer, de progresser sur la compréhension de l'Europe. Voilà. Nancy a toujours été une ville qui a cherché à intégrer les savoirs, intégrer les différentes cultures, et aujourd'hui on est vraiment dans cette tradition de l'école de Nancy, où on va allier beaucoup d'histoire et de savoir. Je vous laisse la main. Merci. Chers collègues. Je vois que le nombre de connexions augmente lentement mais sûrement. On est entré dans une nouvelle phase de déconfinement, mais voilà, malheureusement, on ne peut pas encore faire des manifestations scientifiques
en présentiel. Je rappelle que nos premières conférences ont rassemblé jusqu'à 150 personnes connectées. Bon, là, on est en 70. Donc, on est au-dessus des jauges qui sont encore possibles. J'espère qu'on arrivera à faire poursuivre ce cycle en présentiel. Alors, je vais donner aussi la parole aux représentants de l'autre organisation qui soutient cette conférence aujourd'hui, qui est l'Association culturelle juive de Nancy. Donc, à nouveau, là, c'est une double casquette portée par Didier Francfort, qui est aussi professeur à l'Université de Lorraine et directeur adjoint du Cercle, et qui a été la cheville ouvrière de l'organisation de cette séance d'aujourd'hui, et il va nous présenter les différents intervenants de cette visioconférence. Didier? Merci Antoine. Oui, alors je salue toutes les personnes qui sont ici et je leur indique que l'Association culturelle juive de Nancy, qui est 55 rue des Ponts, organise des manifestations culturelles, des manifestations de réflexion auxquelles tout le monde est convié. Donc n'hésitez pas à regarder le site de l'association ACJ 55 pour 55 rue des Ponts, et vous verrez qu'on essaie d'organiser, même en temps de confinement, les manifestations qui nous tiennent à cœur parce qu'elles représentent une part de l'histoire des Juifs en France, en Lorraine, en Europe, et que ça peut véritablement intéresser tout le monde parce qu'on vise une culture qui a quelque chose d'universel et qui peut relier plus que diviser dans des formes étroites et exclusives de communautarisme qui n'est pas à l'ordre du jour. Et pour présenter le premier intervenant, M. Jarassé, il est difficile de parler d'architecture de synagogue quand on est en France sans parler de Dominique Jarassé, qui a écrit les textes fondamentaux pour une approche qui n'est pas seulement en histoire de l'art, mais qui dialogue avec les autres disciplines. Je pense à l'anthropologie, je pense bien sûr aussi à l'histoire culturelle. Et c'est important de commencer peut-être par la France pour montrer cette dimension européenne, parce que parlant d'une synagogue Art Nouveau qui est à Paris, on est amené à parler aussi d'histoire des Juifs à Paris et d'histoire de l'immigration à Paris. Cette donnée importante de l'histoire de l'immigration est une des données fondamentales de l'histoire de France et de l'histoire européenne. C'est à ce titre que je suis particulièrement heureux de donner tout de suite la parole à M. Jarassé. Merci. Donc, j'ouvre mon micro, vous m'entendez? D'accord. Et je lance, si vous le voulez bien, peut-être quelques mots avant de lancer un PowerPoint traditionnel pour vous montrer quelques images de la synagogue de la rue Pavée, car j'aimerais ne pas seulement vous montrer des éléments d'architecture, même s'ils sont d'art nouveau et donc correspondent à la thématique, mais peut-être aussi introduire une perspective sur la réflexion justement à laquelle peut servir de support cette synagogue, qui s'inscrit dans une période très particulière et qui est également une création dans un cadre juif très particulier, car il ne faut pas oublier que c'est une synagogue orthodoxe. Et les juifs orthodoxes ne sont pas très nombreux en France parce que le système consistorial mis en place par Napoléon Ier a contribué à unifier le judaïsme et à peut-être lui imposer même une certaine identité, une certaine manière de concevoir l'israélitisme, peut-être même plus que le judaïsme. Et il se trouve quand même, bien sûr, vous, Monsieur Francfort, l'évoquez, qu'il y a des communautés immigrés qui arrivent avec d'autres modèles, d'autres conceptions de la synagogue et qui vont, je dirais, se trouver en situation de construire une des synagogues les plus originales, mais en rupture justement avec le grand modèle consistorial. Donc la synagogue dont je voudrais vous parler, d'une part parce que c'est certainement considéré comme un des chefs-d'œuvre de l'Art nouveau à Paris, d'un architecte ô combien prestigieux, Hector Guimard,
Et on raconte que très fréquemment, des Juifs américains qui débarquent vont tout de suite rue Pavée parce que, bien évidemment, on ne peut pas, pour eux, aller à Paris sans voir la synagogue de la rue Pavée. Ils sont parfois un peu déçus, ils ont un peu de mal à la trouver, parce que dans une toute petite rue du Marais, mais il semble, si vous voulez, que d'une certaine manière, cette synagogue est une aura dans le monde juif, dans le monde juif au sens le plus large du terme. Donc, je voulais tout de même situer historiquement cette construction de Guimard à Paris, en rappelant de contexte et surtout, comme je le disais en introduction, insister sur le fait qu'il s'agit d'un regroupement de communautés russo-polonaises d'immigration pour certains assez récentes qui se réunissent, 9 communautés qui se réunissent pour construire une synagogue. Et cela déjà est un point tout à fait intéressant car jusqu'alors, toutes les communautés immigrées qui arrivent à Paris s'installent dans le 11e, dans le 19e, dans le Marais et se contentent de petits oratoires, de lieux assez précaires dans lesquels les juifs orthodoxes, avec lesquels ils s'accommodent très très bien de pouvoir faire le culte, car il n'est pas évidemment dans la tradition juive que de construire des grandes synagogues, des synagogues cathédrales, comme on le fait très fréquemment. Ce n'est pas une nécessité dictée par la tradition ou même par la loi. Il n'y a aucune loi aucun texte fondateur sur la construction de la synagogue dans le judaïsme, et pourtant qu'il y a des centaines et des centaines de lois dans le judaïsme. Et donc, il n'y a pas, si vous voulez, un type de synagogue qui s'impose, il n'y a pas même, je dirais, un ensemble de fonctions qui doivent être assumées par un type d'édifice. De sorte que les synagogues ont pris à travers le monde, d'ailleurs, comme vous le savez, des formes les plus diverses, depuis la pagode de Kaifeng jusqu'à des synagogues cachées, des synagogues en Afrique du Nord qui ressemblent à des mosquées, et ainsi de suite. Il y a une très, très grande souplesse. Donc se pose la question pour ces juifs orthodoxes, pourquoi veulent-ils tout d'un coup construire une synagogue qui a une certaine monumentalité? Et par chance, j'ai pu voir quelques archives de cette communauté, et il y a une lettre très très intéressante du président fondateur. Vous avez la plaque qui le commémore dans la synagogue, Joseph Landau, qui explique que intégrer désormais dans la France de 1900, puisque les discussions se font autour de 1910, il ne leur semble plus possible de continuer à rester dans les petits oratoires cachés du Marais et d'ailleurs, qui, eux, leur conviennent très bien, eux, c'est-à-dire les hommes d'un certain âge, leur conviennent très bien, mais ils craignent que leurs enfants ne viennent plus à la synagogue si ce sont simplement des petites pièces dans un deuxième étage. Et c'est comme cela qu'ils décident, en quelque sorte, de construire une synagogue. Ils avaient d'abord demandé d'ailleurs au consistoire s'il pouvait bénéficier d'une synagogue qui était un petit peu, pas abandonnée, mais qui avait perdu la plupart de ses fidèles, non loin, toujours dans le Marais, rue des Tournelles. Le consistoire a refusé. Et donc, ils ont décidé de construire leur synagogue. Ça, c'est le premier point qui est très important, c'est-à-dire construire tout de même un édifice alors que ce sont des communautés assez réduites et modestes. Le deuxième point, c'est comment se fait-il qu'ils ont été chercher un architecte comme Hector Guimard, qui est un architecte moderne, qui construit avec des techniques modernes, le béton-pierre, enfin qui a quand même une certaine aura encore en 1910. Je dis encore parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Paris, l'Art Nouveau est très éphémère. Il y a un engouement pour l'Art Nouveau toute fin 19e siècle et déjà en 1905, on commence à critiquer fortement et vous savez même que la carrière de Guimard sera, je ne dirais pas suspendue, mais presque assez rapidement. Donc dans les années 10, il a mis en place une Société Générale de Construction moderne, financée en partie par son beau-père, dont il faut rappeler que c'est un juif américain qui est tout de même très bien introduit et très riche. Et donc, c'est cette société qui va construire la synagogue de la rue Pavée. L'image suivante, s'il vous plaît, on va regarder un peu cette synagogue. Donc, la première PR est posée en 1913 et l'inauguration a lieu dès 1914. Je vous montre une archive qui est peut-être pas très lisible, donc je vais passer rapidement, mais qui est intéressante parce qu'elle montre comment, avec une parcelle absolument terrible, la parcelle n'est même pas complète, elle est un peu de travers et le terrain est complètement enserré
entre deux autres édifices, avec la nécessité même, par rapport aux lois de l'époque, d'avoir du recul par rapport à la rue, car la rue pavée est une toute petite rue du Marais. Alors, Guimard, pour essayer de donner un peu de, je dirais, de mouvement, car c'est quand même bien aussi un architecte art nouveau et qui rêve de donner le sentiment du mouvement dans les formes, il va utiliser un système concave et convexe dans la façade, de jouer, si vous voulez, on le voit, puisqu'il y a la coupe, il y a à la fois l'élévation qui est dessinée, et dessus, vous avez également la coupe, hein, qui vous montre des formes concaves et convexes pour essayer d'animer, en quelque sorte, cette façade. Façade dont il convient tout de suite de rappeler que ce n'est pas une façade de synagogue. Et là, nous sommes en pleine rupture avec le grand modèle consistorial qui imitait l'Église et qui construisait des synagogues, je dirais, prestigieuses, avec des grands pignons et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette façade? Comme vous le voyez, se dessinent 3 niveaux, car en fait, il y a des étages. Le bâtiment qui est sur rue, ce n'est pas la synagogue, contrairement à ce que bien des gens qui parfois n'ont pas pu pénétrer dans ce lieu peuvent imaginer. Cette façade, c'est une façade d'un immeuble. Et là, on voit bien comment l'adéquation de l'Art nouveau, qui est d'abord spécialisé dans l'architecture domestique, a pu convenir aussi à cette communauté, parce que le bâtiment qui est mis sur la rue en avant, c'est en fait un ensemble de bureaux, de classes pour le Talmud Torah, de lieux de sociabilité. Ce n'est absolument pas la synagogue. L'espace synagogal est rejeté à l'arrière de ce premier bâtiment et il est moins haut d'ailleurs que le bâtiment de façade. Donc pas de correspondance entre façade et synagogue à l'intérieur, si vous voulez. Donc là, c'est aussi un trait tout à fait typique, je dirais, de cette culture orthodoxe qui ne cherche pas à avoir pignon sur rue, si je puis dire, façade représentative.